Plongé au cœur d'une rivalité explosive et méconnue qui a secoué Hollywood. Celle entre Steven Seagal, l'ancienne icône des films d'action connu pour son image de dur à cuire invincible, et Michael Jai White, un véritable maître des arts martiaux, respecté par les champions de l'UFC et les légendes du combat. Dans cette vidéo, nous explorerons comment leur collaboration professionnelle, de chorégraphie de combat dans des publicités japonaises au tournage de films comme Terrain mortel et Ultime décision, a viré au conflit ouvert. Découvrez les coulisses sombres, les blessures intentionnelles infligées par Seagal aux cascadeurs, les tensions sur les plateaux, le défi public des artistes martiaux, et ce moment choc en 2012 où Seagal a ri au nez des compétences de White. Nous plongerons dans leurs parcours respectifs, les ceintures noires multiples et les entraînements avec des légendes pour White, contre les controverses et les mythes entourant Seagal. Enfin, révéler la vérité sur le tournage chaotique d'Ultime décision, marqué par une tragédie, des blessures et une proposition choc des producteurs à White pour éliminer Seagal. Une histoire de ego, de respect perdu et de légitimité martiale qui a tout changé. Si vous aimez ce genre d'histoire fascinante sur les coulisses d'Hollywood et les arts martiaux, abonnez-vous à la chaîne Expérience de vie pour ne rien manquer et likez cette vidéo pour soutenir le contenu. Script retranscrit en français, version corrigée et fluidifiée, l'affrontement Michael Jai White versus Steven Seagal. Ce moment a tout changé. D'un côté, Steven Seagal, autrefois la star d'action la plus redoutée d'Hollywood, un homme qui a bâti toute sa carrière sur une image de dur à cuire. De l'autre, Michael Jai White, un véritable artiste martial, combattant en tournoi et respecté par les athlètes de sport de combat. Mais voici ce qui rend le commentaire de Seagal encore plus fou. Il a personnellement embauché Michael Jai White plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, mais au moins 3 fois différentes. Alors, pourquoi est-il passé d'embaucher White à rire au nez de ses compétences? Est-ce que Steven Seagal était intimidé par Michael Jai White ou était-ce juste un autre cas de Steven Seagal étant Steven Seagal? Le moment qui a tout déclenché. On est en 2012. Steven Seagal, autrefois l'une des plus grandes stars d'action d'Hollywood, répond à des questions sur Michael Jai White, un artiste martial et acteur respecté. Au lieu de reconnaître ses compétences, il rit vraiment. Steven Seagal n'est pas exactement connu pour son humilité. Il passe son temps à dénigrer d'autres combattants depuis des années. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'était pas un artiste martial au hasard dont il parlait, c'était Michael Jai White, un homme avec qui il avait personnellement travaillé à plusieurs reprises. Avant cette rivalité, avant les interviews, avant toutes les tensions, Michael Jai White et Steven Seagal étaient en fait collègues. Ils ont travaillé ensemble, partagé la chorégraphie de combat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment sommes-nous passés de ça à ça? Les débuts, quand ils travaillaient ensemble. La plupart des gens ne le savaient pas très bien, mais au début des années 90, Steven Seagal ne jouait pas seulement dans des films, il tournait également dans des publicités japonaises pour des nouilles. Et devinez qui il a fait venir pour aider à chorégraphier les scènes de combat? À l'époque, Michael Jai White était une étoile montante des arts martiaux. Il n'était pas juste un acteur, il était un combattant. Et Seagal faisait suffisamment confiance à l'expertise de White pour lui demander d'aider à chorégraphier les scènes de combat. Alors, s'il ne pensait pas que White était un vrai artiste martial, pourquoi l'embaucher? Avance rapide, jusqu'en 1994. Seagal venait d'acquérir suffisamment d'influence pour réaliser son premier film, Terrain mortel. Et encore une fois, il a contacté Michael Jai White. Il venait tout juste de tourner cette publicité pour les nouilles quelques semaines plus tôt. Donc, il l'a embauché pour ce film. Il l'a embauché personnellement. Ce n'était pas exactement le rôle du siècle, mais même si White a refusé le rôle à l'écran, il a quand même travaillé en coulisses sur le film et dans l'équipe de cascadeurs. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Parce que sur ce tournage, White a vu quelque chose de ses propres yeux qui a changé son opinion sur Seagal. Il blessait les cascadeurs. Il faisait en sorte, même hors caméra, de faire des choses comme leur tordre les bras. Il a même déchiré le biceps de l'un d'entre eux. En 2001, la carrière de Seagal était en sérieuse difficulté. Après Piège en haute mer, il avait eu 7 échecs consécutifs au box-office.
Warner Brothers, avait besoin d'un succès de Seagal, et il pensait que Ultime Décision pourrait être son grand retour. Et encore une fois, Seagal a contacté Michael Jai White. Mais comme on le sait maintenant, les choses sur le tournage ne se sont pas exactement bien passées, parce que cette fois, Michael Jai White n'était pas juste un chorégraphe de combat en arrière-plan, il était le méchant, le boss final, celui qui était censé donner du fil à retordre à Seagal. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Michael Jai White, le vrai combattant. Avant que Michael Jai White ne mette KO des méchants à l'écran, avant qu'il n'échange des coups avec des champions de l'UFC, il n'était qu'un gamin de Bridgeport, Connecticut, apprenant à se battre. Si vous ne connaissez Michael Jai White que par les films d'action, vous pourriez supposer qu'il est juste un autre artiste martial hollywoodien. Mais la vérité, c'est que Michael Jai White est un artiste martial d'abord, et un acteur ensuite. Contrairement à la plupart des acteurs qui apprennent les arts martiaux pour les scènes de combat, Michael Jai White a commencé son entraînement à seulement 8 ans. Et à 12 ans, il avait déjà obtenu sa première ceinture noire. Il n'a pas commencé avec du kung-fu flashy pour le cinéma. Il s'est entraîné en karaté Kyokushin, un système de combat brutal, à contact complet, connu pour ses tournois knockdown. Si vous voulez gagner en Kyokushin, vous ne vous contentez pas de lancer des coups de pied. Vous devez briser le corps de votre adversaire. Mais le Kyokushin n'était que le début. Au fil des années, Michael Jai White a obtenu des ceintures noires dans 8 arts martiaux différents. Il détient des ceintures noires en karaté Kyokushin, un système à contact complet basé sur l'endurance et la puissance de frappe. En karaté Shotokan, un système japonais précis et puissant mettant l'accent sur de solides fondamentaux. Son expertise s'étend également au style coréen, avec des ceintures noires en taekwondo ITF et WTF, tous deux connus pour leur vitesse et leurs coups de pied dévastateurs. Démontrant encore sa polyvalence, White a obtenu une ceinture noire en Kobudo, un art martial incorporant des armes traditionnelles d'Okinawa. Son entraînement comprend également le karaté Goju Ryu, un mélange de techniques dures et douces axées sur le conditionnement du corps, et le Tang Soo Do, un art martial coréen combinant des éléments de karaté et de kung-fu chinois. Enfin, il est également ceinture noire dans le système Superfoot développé par Bill Superfoot Wallace, qui met l'accent sur des coups de pied ultra rapides. Michael Jai White a toujours souligné que les arts martiaux ne consistent pas simplement à se battre. C'est un voyage d'apprentissage constant, de discipline et d'amélioration de soi. Une philosophie qui a clairement façonné toute sa carrière. La maîtrise des arts martiaux de Michael Jai White ne s'est pas développée dans l'isolement. Il s'est entraîné avec certains des meilleurs au monde. Il a appris auprès de légendes du kickboxing comme Bill Superfoot Wallace, l'un des botteurs les plus rapides de tous les temps et champion du monde, et Benny The Jet Urquidez, un compétiteur invaincu en full contact. Il a également perfectionné ses compétences sous Denis Terminator Alexio, l'un des kickboxers les plus titrés de l'histoire. Son entraînement en karaté Kyokushin est venu du maître Shigeru Oyama et Bobby Lowe, des figures instrumentales dans la formation des fondements des arts martiaux mixtes modernes. Son exploration des arts martiaux s'est même étendue au kung-fu, où il s'est entraîné sous Eric Chen, entraîneur de l'équipe américaine de Wushu. Avec ce parcours impressionnant, il n'est pas étonnant que de vrais combattants respectent Michael Jai White. Cependant, pour une raison quelconque, Steven Seagal n'a jamais semblé obtenir ce respect. Mais voici où les choses deviennent encore plus intéressantes. Michael Jai White n'est pas seulement respecté dans les cercles d'arts martiaux traditionnels, il est également respecté par de vrais combattants actifs. Il a fait du sparring avec le champion de l'UFC John Bones Jones, l'un des combattants les plus dominants de l'histoire des arts martiaux mixtes. Il a travaillé avec Francis Ngannou, le frappeur le plus dur du monde, et il est ami proche avec Arnold Shawn, un coach de striking, cascadeur et acteur qui a entraîné plusieurs champions de l'UFC comme Tyron Woodley et a aidé à certaines de leurs sessions d'entraînement. Michael Jai White a également fait du sparring avec Michael Bisping et Randy Couture, deux autres anciens champions de l'UFC qui ont travaillé avec lui dans des films. Et si vous vous demandez si Michael Jai White a déjà été humilié, demandez simplement
à Billy Blanks. Il a un jour balayé Michael J. White et lui a donné un coup de pied une seconde fois avant même que White ne touche le sol. Donc soyons clairs, Michael J. White n'est pas juste une star d'action qui a appris à donner des coups de pied pour Hollywood. C'est un artiste martial légitime, un vrai compétiteur, et un homme respecté par de vrais combattants. Ce qui rend le rejet de Steven Seagal, en 2012, encore plus étrange, parce que quand on compare la réputation de Seagal dans le monde des arts martiaux, eh bien l'histoire commence à avoir l'air un peu différente. Michael J. White, l'acteur. Mais jusqu'à présent, nous avons établi que Michael J. White est un véritable artiste martial, pas seulement un cascadeur ou une star d'action qui a appris quelques mouvements flashy pour l'écran. Mais les arts martiaux n'étaient qu'une partie de son identité. L'autre partie, devenir acteur. Avant Hollywood, avant les films d'action, Michael J. White était professeur. Oui, vous avez bien entendu. Avant de mettre KO des mecs à l'écran, il enseignait à des élèves à Bridgeport, Connecticut. White a déclaré dans des interviews qu'il aimait enseigner. Il avait une passion pour aider les jeunes à trouver discipline et confiance. Mais quelque chose continuait de le tirer, quelque chose de plus grand, le jeu d'acteur. Et pour lui, la transition n'était pas une question de gloire ou de fortune. C'était une question de se réinventer et de prouver de quoi il était capable. Et comme tout acteur en herbe, White a commencé par le bas, enchaînant les auditions, prenant de petits rôles dans des émissions de télévision et des films d'action à petit budget. Puis, en 1995, il a décroché son grand rôle en jouant Mike Tyson dans le biopic HBO Tyson. Et il ne faisait pas que jouer le rôle, il l'incarnait. Le film racontait l'ascension météorique et les luttes personnelles de Tyson, et White a livré une performance brute, puissante et profondément émotionnelle. Les critiques l'ont remarqué, le public l'a remarqué, et Hollywood l'a remarqué. Du jour au lendemain, Michael J. White est passé d'un gars se battant pour des rôles de figuration à un acteur principal qui pouvait porter un film. Pour Michael J. White, jouer Tyson ne consistait pas seulement à décrocher un emploi. Il s'agissait de prouver qu'il avait sa place dans l'industrie, et il l'a fait. Puis, juste 2 ans plus tard, White est entré dans l'histoire d'Hollywood. En 1997, il est devenu le premier super-héros afro-américain à diriger un film majeur d'un grand studio avec Spawn. Ce rôle a changé la donne. Le film lui-même était un sac mélangé. Certaines personnes l'ont aimé, d'autres l'ont détesté. Mais une chose était claire, Michael J. White était une star. Même si le film a reçu des critiques mitigées, la performance de White s'est démarquée. Il a apporté intensité, physicalité et un sens de la gravité au rôle. Et soudain, il n'était plus juste le gars qui a joué Tyson. Il était une star d'action. Et n'oublions pas, c'était des années avant Black Panther. Michael J. White brisait des barrières et Hollywood commençait à reconnaître sa valeur. Avec Spawn à son actif, Michael J. White a pleinement embrassé son destin de star d'action. Mais il n'était pas juste un autre artiste martial faisant des scènes de combat. Il mélangeait de vrais arts martiaux avec la narration cinématographique. Au cours de la décennie suivante, White a perfectionné son art jouant dans une série de films d'action qui ont mis en valeur à la fois son talent d'acteur et son expertise en arts martiaux. Il ne s'agissait pas seulement des scènes de combat. Michael J. White avait la présence, le charisme, la capacité de combat à l'écran pour se tenir aux côtés de n'importe quelle star d'action. Au moment où il a décroché Ultime Décision, il était déjà plus respecté dans les cercles d'arts martiaux que la plupart des héros d'action hollywoodiens. Mais pendant que Michael J. White gagnait sa réputation dans de vrais cercles de combat, Steven Seagal construisait un type de legs très différent. Un qui ferait de lui une légende hollywoodienne, mais soulèverait aussi beaucoup de questions. Steven Seagal, les débuts. Avant que Steven Seagal ne devienne une star d'action hollywoodienne, avant les controverses, avant les commentaires méprisants, il n'était qu'un autre étudiant en arts martiaux s'entraînant dans des disciplines qui définiraient un jour sa carrière. Le parcours martial de Steven Seagal a en fait commencé ailleurs, pas avec l'aïkido, mais avec le Shotokan et le karaté. En tant qu'adolescent, Seagal s'est entraîné sous Fumio Demura,
un maître japonais de Shotokan et de karaté, et un homme qui deviendrait plus tard connu comme le vrai monsieur Miyagi pour son travail sur les films Karate Kid. Pour ceux qui ne le savaient pas, Fumio Demura était la doublure cascade de monsieur Miyagi, effectuant toutes les scènes de combat de Pat Morita dans les films Karate Kid. Mais bien avant cela, il était un maître de karaté très respecté, et Steven Seagal était l'un de ses premiers élèves. Demura était un véritable artiste martial, un homme qui serait finalement respecté dans le monde entier pour ses compétences et ses connaissances. Si Seagal était resté avec lui, sa carrière aurait peut-être pris un chemin différent. Mais Seagal avait d'autres idées. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé l'aïkido. À un moment donné, Seagal a déplacé son attention vers l'aïkido, un art martial construit sur l'utilisation de l'élan d'un adversaire contre lui. L'aïkido est souvent décrit comme l'art de la redirection. Il met l'accent sur les clés articulaires, les projections et l'utilisation de l'élan d'un adversaire contre lui. Créé par Morihei Ueshiba, l'aïkido mélange le jujitsu traditionnel, le combat au sabre et la philosophie. Il met l'accent sur le contrôle plutôt que sur la force brute, ce qui le rend parfait pour les scènes de combat cinématographiques. L'aïkido ne consiste pas à donner des coups de poing ou des coups de pied, il s'agit de contrôle. Et Seagal l'a complètement embrassé. Contrairement au karaté qui est lourd en frappe, l'aïkido est tout au sujet des clés articulaires, des redirections et des projections. Seagal voulait pousser son entraînement plus loin, et pour cela, il devrait aller au Japon. Mais avant de partir, il a passé au moins un semestre dans un collège communautaire avant de finalement abandonner et de faire le grand saut. Au milieu des années 70, Seagal a déménagé au Japon de façon permanente, quelque chose que peu d'artistes martiaux occidentaux avaient jamais fait à cette époque. Et une fois arrivé, il ne s'est pas contenté de s'entraîner occasionnellement. Il s'est complètement immergé dans la culture des arts martiaux. Seagal s'est entraîné sous certains des instructeurs d'aïkido les plus respectés, apprenant des techniques transmises par les élèves directs de Morihei Ueshiba, lui donnant une éducation de première main dans l'art. Mais sa connexion au Japon ne concernait pas seulement les arts martiaux, c'était aussi une question de famille. Seagal a finalement rencontré et épousé Miyako Fujitani, une instructrice d'aïkido dont la famille dirigeait déjà un dojo respecté à Osaka. Ce n'était pas juste un mariage, c'était une connexion au cœur de la communauté aïkido japonaise. La famille de Miyako dirigeait le dojo Budokan qui enseignait l'aïkido depuis 1969. Le dojo Budokan était déjà un pilier à Osaka, mais en 1976, il a été reconstruit et rebaptisé le dojo Tenshin. Et maintenant, grâce à son mariage avec Miyako, Seagal avait un chemin direct pour diriger sa propre école. Seagal ne s'est pas contenté de s'entraîner au dojo, il a commencé à le diriger, et cela a fait de lui le premier occidental à exploiter un dojo d'aïkido au Japon. C'était une grosse affaire. À l'époque, très peu d'étrangers se voyant accorder l'autorité d'enseignement dans les arts martiaux traditionnels japonais. En raison de sa connexion avec la famille de Miyako et de sa formation approfondie en aïkido, Seagal a gagné sa place en tant qu'instructeur. Mais l'aïkido n'était pas la seule chose que Seagal a étudiée au Japon pendant ces années là-bas. Il s'est également entraîné dans d'autres arts martiaux japonais, élargissant encore ses connaissances au-delà de l'aïkido. Certains rapports suggèrent que Seagal s'est entraîné en kenjutsu, l'art du combat au sabre japonais, ainsi qu'en judo et d'autres formes de grappling. Maintenant, bien que son objectif principal restait l'aïkido, ses études supplémentaires ont aidé à façonner son approche globale des arts martiaux. La mystique entourant les débuts de Steven Seagal, en arts martiaux, nécessite un examen attentif. Sa présence physique était indéniable. En tant qu'Américain de 1,93 pratiquant l'aïkido, il avait une allure imposante sur le tatami, où il démontrait régulièrement ses capacités en projetant des élèves plus petits avec une facilité apparente. Ses références formaient une base solide. Il a obtenu sa ceinture noire en aikido et a passé des années à enseigner au dojo Tenshin, s'établissant comme un artiste martial légitime. Cependant, les aspects les plus colorés du temps de Seagal au Japon ont longtemps fait l'objet d'un examen minutieux. Des histoires circulaient sur sa participation présumée à des combats d'arts martiaux clandestins et des confrontations avec les yakuza.
Ces récits ont aidé à construire une aura de danger et d'authenticité autour de lui. Mais leur véracité n'a jamais été établie de manière concluante. Comme beaucoup d'aspects de l'histoire des arts martiaux, la ligne entre les faits documentés et la légende promotionnelle reste floue, laissant les observateurs se demander si ces histoires étaient de véritables expériences ou des éléments soigneusement élaborés de son personnage émergent. Et à ce jour, il n'y a aucune preuve de ces affirmations. Pas de vidéo, pas d'adversaire confirmé, juste la parole de Seagal. Qu'elle soit vraie ou non, Hollywood y a cru. Et à la fin des années 80, le temps de Seagal au Japon touchait à sa fin. L'explosion hollywoodienne de Seagal. À la fin des années 1980, Hollywood était dominé par des héros d'action. Vous aviez Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris. Des gars avec de gros muscles, de grosses explosions et de grandes personnalités. Mais ensuite, sorti de nulle part est arrivé Steven Seagal, et il était sur le point de changer les films d'action pour toujours. Steven Seagal a explosé sur la scène hollywoodienne en 1988 avec Nico, présentant au grand public les mouvements fluides de l'aïkido dans le cinéma d'action. Ce début l'a établi comme une présence unique dans le genre, mais c'est son film suivant, Marqué pour la mort, en 1990, qui a vraiment défini son personnage à l'écran. Dans ce deuxième film, Seagal a perfectionné son approche caractéristique de l'héroïsme d'action, le combattant calme et sombre qui s'exprimait plus par des regards intenses et des techniques d'arts martiaux dévastatrices que par des mots. Après cela, Seagal a poussé sa filmographie dans une direction plus exotique avec Marqué pour la mort, affrontant des gangsters jamaïcains vaudous dans ce qui allait devenir l'une de ses sorties les plus extravagantes et mémorables. Il a maintenu cet élan en 1991 avec Out for Justice, qui a donné aux fans la scène iconique « Quelqu'un a vu Richie », qui deviendrait un moment déterminant de sa carrière. Le point culminant de l'ascension de Seagal est venu en 1992 avec Piège en haute mer. Ce film, qui le présentait en tant qu'ex-Navy SEAL, devenu cuisinier défendant un cuirassé contre des terroristes, est devenu son plus grand succès au box-office et a cimenté sa position en tant que nouvelle star d'action d'arts martiaux d'Hollywood. À travers ces 5 films, Seagal avait accompli sa transformation d'instructeur d'arts martiaux en véritable star de cinéma. Quand Seagal a explosé sur la scène du film d'action en 1988 avec son premier film Nico, il était tout de suite différent de toutes les autres stars d'action de l'époque. Contrairement à Schwarzenegger et Stallone, Seagal n'était pas musclé. Contrairement à Van Damme, il ne faisait pas de coups de pied volants. Au lieu de cela, il vendait un type de héros d'action complètement différent. Calme, posé et impitoyable. Ces personnages ne luttèrent pas contre les obstacles. Ils entrèrent dans une pièce et dominaient tout le monde. Et le public adorait ça. Le personnage de star d'action de Seagal est devenu iconique. Il était l'exécuteur silencieux et stoïque qui ne perdait jamais. Il n'esquivait pas les coups de poing. Il les absorbait. Il ne luttait pas. Il contrôlait. Ses combats ne consistaient pas à échanger des coups. Ils consistaient à dominer son adversaire en quelques secondes. Et bien que cela fonctionnait à l'écran, cela a également construit une réputation. Une où, dans la vraie vie, Steven Seagal semblait croire en son propre battage médiatique et il a commencé au sommet. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un personnage qui était badass, à travers lequel on pouvait vivre par procuration. En 1991, Seagal a atteint son pic absolu avec Piège en haute mer, son film le plus grand et le plus réussi. C'était égal à son meilleur absolu. Le film avait une grande distribution de soutien, un budget plus important et des séquences d'action plus serrées. Il a rapporté plus de 150 millions de dollars au box-office et a confirmé Seagal comme une star d'action hollywoodienne. À ce moment-là, il semblait que Seagal était là pour rester. Un véritable rival de Schwarzenegger, Stallone et bien sûr Van Damme. Mais ensuite, les choses ont commencé à décliner. Après Piège en haute mer, Seagal a commencé à pousser sa propre vision créative, écrivant, réalisant et même produisant certains de ses propres films. Et c'est là que les choses sont devenues, elles sont devenues bizarres.
En 1994, Seagal a réalisé son premier film, Terrain mortel. Au lieu de juste botter des fesses en style aïkido, il voulait transmettre un message sur l'environnement, les corporations et la moralité. Et bien que cela semble noble, le public n'est pas vraiment venu pour une conférence sur l'environnement. Un par un, les films de Seagal ont fait un flop. Fire Down Below a fait un flop. The Glimmer Man a fait un flop. The Patriot a fait un flop. Et soudain, le statut de Seagal, en tant que star d'action majeure, commençait à s'estomper. En 2001, Seagal avait besoin d'un retour, et c'est là que Ultime Décision est entré en jeu. Ultime Décision représentait une tentative cruciale de revitaliser la carrière de Steven Seagal à l'aube du nouveau millénaire. Avec les producteurs de Roméo doit mourir à la barre, le film visait à positionner Seagal sous un nouveau jour, en tant que vétéran de l'action chevronnée, plutôt que la force imparable de ses premières œuvres. Cette évolution a été soutenue en l'entourant d'une distribution dynamique, dont la superstar du rap DMX, le charismatique Isaiah Washington, et l'expert en arts martiaux Michael J. White. Le film servait essentiellement de pont entre le personnage classique des années 90 de Seagal et un nouveau chapitre potentiel en tant que doyen de l'action au cinéma. La réputation difficile de Seagal. Steven Seagal n'était pas seulement connu pour être une star d'action hollywoodienne, il était également connu pour être, difficile à gérer. Et au moment où le tournage de Ultime Décision a commencé, sa réputation n'était pas juste mauvaise, elle était légendaire. Parmi les nombreuses légendes entourant Steven Seagal, aucune n'a atteint tout à fait la notoriété de l'incident avec Gene Lebel sur le tournage de Marqué pour la mort en 1990. L'histoire a commencé lorsque Seagal aurait fait une déclaration audacieuse selon laquelle personne ne pouvait le rendre inconscient avec une prise d'étranglement. Cette vantardise a attiré l'attention de Gene Lebel, une figure formidable qui combinait les rôles de maître de judo et de coordinateur de cascade hollywoodien, et était largement considéré comme l'un des grappleurs les plus accomplis de l'industrie. Le récit qui a finalement circulé dans les canaux de ragots d'Hollywood était sensationnel. Les choses en sont arrivées à un point où nous avons dû aller voir notre patron, le coordinateur de cascade, et lui dire « Hey mec, Steven nous frappe vraiment, tu peux lui dire de se calmer ?» Sa femme a dit la même chose. « Tu peux dire à Steve de se détendre un peu ?» Et bien, Steven disait que personne ne pouvait l'étrangler, qu'il avait ce mouvement qui l'empêchait d'être étranglé. Alors, Gene lui a dit « D'accord, Steven, essayons. » Il le soulève comme ça. Steven commence à perdre de l'air un peu. Mais tu sais, tu dois taper quand tu n'en veux plus. Donc, tout ce qu'on entend, selon une version de l'histoire, alors qu'il était inconscient, Seagal a perdu le contrôle de ses intestins. On lui a littéralement fait faire sous lui. L'histoire s'est répandue rapidement dans l'industrie du divertissement, devenant l'une des pièces favorites de folklore hollywoodien sur les arts martiaux. Cependant, la réalité semblait significativement différente de la légende populaire. Selon Steven Lambert, qui était présent lors de l'incident, la rencontre a commencé comme une démonstration, avec Lebel tentant d'appliquer un étranglement. Steven Seagal a répondu en frappant Gene Lebel dans l'aine. Mais le vétéran des arts martiaux ne s'est pas laissé impressionner. Au lieu d'étrangler Seagal jusqu'à l'inconscience, Lebel a exécuté un balayage de jambes qui a envoyé le maître d'aïkido s'écraser au sol. Au cours des semaines suivantes, cette rencontre déjà dramatique s'est transformée par des récits répétés en la version plus extrême qui deviendrait une légende de l'industrie. Même si Lebel n'a pas réellement étranglé Seagal jusqu'à l'inconscience, il a accompli quelque chose peut-être encore plus significatif. Il a mis le célèbre praticien d'aïkido sur le dos. Et à partir de ce moment, Seagal avait un nouvel ennemi. Mais l'incident Lebel n'était que le début de la relation conflictuelle de Seagal avec la communauté des arts martiaux, parce que sa prochaine controverse viendrait de ses propres mots. Le défi des 12. Le monde des arts martiaux du début des années 1990 a été secoué par ce qui est devenu connu comme le défi des 12. Une confrontation remarquable qui a commencé par une série de déclarations provocatrices. Steven Seagal avait développé une habitude de dénigrer ses collègues artistes martiaux dans des interviews pour le magazine Black Belt,
allant même jusqu'à critiquer Chuck Norris dans le Los Angeles Times. Sa déclaration la plus audacieuse était que personne à Hollywood ne pouvait égaler ses capacités. Une déclaration qui s'avérerait être un sérieux faux pas. Ces provocations publiques ont attiré l'attention de Bob Wall, un ancien champion de karaté et partenaire d'entraînement de longue date de Chuck Norris. La réponse de Wall était sans précédent dans sa portée. Toute une bande de vieux tueurs old school et tous ces gars ont défié Steven sur la couverture du magazine Black Belt en disant « Nous pensons que tu es nul, nous voulons tous te combattre ». Et tout ça à cause de cet incident de piège en haute mer. Il a rassemblé un groupe de 12 artistes martiaux d'élite, dont des combattants, légendaires comme Benny the Jet, Urquidez et Bill Superfoot Wallace. Cette formidable collection de vétérans des sports de combat a lancé un défi public à Seagal, lui offrant l'opportunité de soutenir ses affirmations de manière concrète. La réponse de Seagal à ce défi lancé était révélatrice par son absence. Malgré son audace précédente dans les interviews, il a maintenu un silence complet sur le défi, ne le reconnaissant jamais publiquement. Le contraste était frappant. Après avoir interpellé des combattants dans plusieurs forums publics, Seagal est devenu silencieux lorsque ces mêmes combattants lui ont offert une chance de prouver ses assertions. L'incident est devenu un tournant dans la façon dont la communauté des arts martiaux voyait les affirmations de Seagal sur ses capacités. Ces tensions allaient bientôt se manifester de manière dangereuse sur les plateaux de tournage, en particulier dans ses interactions avec les cascadeurs. Les incidents sur les tournages. Le tournage de Terrain mortel en 1994 est devenu notoire pour un incident qui a mis en évidence l'approche controversée de Steven Seagal lors du tournage des scènes de combat. Pendant la production, Niels Allen Stewart, alias Niels Olaf Thorsen, un imposant cascadeur danois de 1,193 et homme fort respecté, a fait l'expérience directe de ce que de nombreux professionnels des cascades en étaient venus à craindre en travaillant avec Seagal. Ce qui aurait dû être une séquence soigneusement chorégraphiée a pris un tournant dangereux lorsque Seagal s'est écarté des mouvements prévus. Au lieu d'exécuter le coup tiré contrôlé, pratique standard dans les combats de film, Seagal a donné un coup de pleine force à la gorge de Thorsen. Ce qui a rendu l'incident particulièrement notable, c'est la réponse de Thorsen. Malgré la nature non professionnelle et potentiellement dangereuse des actions de Seagal, le cascadeur vétéran a maintenu son sang-froid. Plutôt que de riposter, Thorsen a choisi de gérer la situation avec retenue professionnelle, donnant la priorité au succès de la production plutôt qu'à son ego personnel. Cet incident est devenu un autre exemple d'un schéma préoccupant de comportement qui rendait les cascadeurs de plus en plus méfiants à l'idée de travailler sur les films de Seagal. Mais peut-être le plus troublant était la façon dont les griefs personnels pouvaient dégénérer. Comme Steven Lambert, le même cascadeur qui a été témoin de l'incident original avec le Bell, l'observerait lors d'un autre incident sur le même film. Un incident particulièrement troublant sur le plateau de Terrain mortel révèle un côté plus sombre du comportement de Steven Seagal en coulisses. Un qui allait au-delà de la simple négligence avec la chorégraphie de combat et dans le domaine de la vengeance calculée. Selon le récit de Steven Lambert, la situation a commencé pendant le casting, lorsque Seagal a embauché un cascadeur qui se trouvait être un élève du judoka Jen Lebel. Le cascadeur, ignorant l'histoire contentieuse entre Seagal et son ancien instructeur, n'avait aucune raison de s'attendre à ce qui était sur le point de se dérouler. Pendant le processus de casting, le comportement de Seagal était trompeusement agréable, offrant un sourire narquois qui a donné au cascadeur un faux sentiment de sécurité quant à la scène à venir. Cependant, une fois le tournage commencé, les véritables intentions de Seagal sont devenues claires. Il a abandonné toute prétention de retenue professionnelle, projetant à plusieurs reprises le cascadeur avec une intensité qui dépassait de loin ce que la scène nécessitait. La force excessive semblait moins liée à la capture du bon plan et plus à régler un vieux compte. L'incident dressait un tableau troublant. Seagal, utilisant apparemment sa position de pouvoir pour exercer une vengeance sur le Bell par procuration, à travers un étudiant qui ne se doutait de rien et qui était simplement venu faire son travail. Cela se tenait comme un exemple frappant de la façon dont les griefs personnels pouvaient se manifester de manière dangereuse sur un plateau hollywoodien
avec un professionnel de cascade pris entre deux feux d'une querelle dont il ne savait rien. Mais ce n'étaient pas seulement les cascadeurs qui faisaient face au comportement agressif de Seagal. Même les acteurs établis n'étaient pas à l'abri. L'incident avec John Leguizamo. Le tournage de Décision exécutive, en 1996, est devenu notoire pour une altercation qui, contrairement à certaines autres histoires de Seagal, a été clairement documentée et corroborée. Lors d'une réunion de production, Seagal a fait une déclaration audacieuse. Il était aux commandes du plateau. Nous étions en répétition pour Décision exécutive. Je joue son sergent-chef et on arrive pour les répétitions. Et il entre. Je suis aux commandes. Une déclaration que l'acteur John Leguizamo a trouvée assez absurde pour mériter un rire. La réponse de Seagal à ce manque de respect perçu a été immédiate et physique. Le premier jour où on se réunit pour les répétitions avec les acteurs et le réalisateur, il entre. Je suis aux commandes, ce que je dis fait loi. J'ai commencé à rigoler, je pensais qu'il plaisantait, on était juste en train de traîner ensemble. Il a plaqué Leguizamo contre le mur avec assez de force pour que l'acteur s'en souvienne plus tard. Et il m'a fait un aikido contre le mur en briques. Il fait 1,93 et m'a pris par surprise, m'a coupé le souffle. Le récit de Leguizamo de l'incident a mis en évidence la nature surréaliste du comportement de Seagal. L'acteur notant que Seagal semblait incapable de séparer son personnage à l'écran de la réalité, en disant « Ce mec pense qu'il est un vrai héros d'action. Détends-toi, c'est un film, mec. » L'incident a pris une tournure ironique lorsque le personnage de Seagal a été tué dans les 20 premières minutes du film. Et bien que cela ait pu être le plan original, certains ont spéculé que la sortie précoce aurait pu être influencée par son comportement sur le plateau. L'incident est devenu un autre chapitre dans la collection croissante d'histoires sur le comportement difficile de Seagal sur les plateaux. Retour à Ultime Décision. Le chaos commence. Revenons donc à 2001. Dès le début du tournage, le plateau de Ultime Décision est devenu une cocotte minute. Ce n'était pas juste une chose, c'était tout. L'équipe était frustrée. La distribution luttait pour gérer le comportement erratique de Seagal. Et au centre de tout ça, il y avait un acteur qui refusait de suivre les directives. Commençons par Tom Arnold. Arnold est un comédien, pas un artiste martial. Ce n'est pas quelqu'un qui serait pris dans la même tension physique que Seagal avait avec des combattants comme Michael J. White ou des cascadeurs. Mais même lui a eu des problèmes à travailler avec Seagal. Des années plus tard, dans des interviews, Arnold a laissé entendre que Seagal était un défi absolu avec lequel travailler. On tournait sur une péniche, un lac près de Toronto. Le réalisateur a dit « Bon, répétons cette scène une fois, c'est un peu compliqué. » Et Steve dit « Je ne répète pas, mec. » Il dit « Non, sérieusement, juste pour la caméra. Tu veux bien nous laisser répéter ?»« Non, tournons ça. » Quoi qu'il en soit, il commence. Et Steve dit « Bon, je vais vous dire une chose. » Il commence à se lever et dit « Je vais tous vous botter le cul. » Et il commence à marcher. Je me dis « Oh mon Dieu, tu vas à la mauvaise porte. » Mais ensuite, je sais ce qui se passe. Alors je me dis « Bon sang. » Il fait un pas et tombe dans l'océan. Mais si vous lisez entre les lignes, le message était clair. Seagal rendait le tournage plus difficile qu'il ne devait l'être. Et l'une des plaintes les plus bizarres des acteurs qui ont travaillé avec Seagal, c'est qu'il refusait de courir. Seagal, à ce stade, avait développé une aversion à paraître vulnérable devant la caméra. Il refusait de courir dans les séquences d'action, quelque chose qui est devenu un mème dans les années suivantes. Si vous regardez Ultime Décision, vous remarquerez qu'il n'y a presque aucune séquence de Seagal en train de courir. Pour une star d'action hollywoodienne, c'est un énorme problème. Même des acteurs comme Arnold Schwarzenegger, qui était là connu pour jouer le héros imparable, avaient encore des moments de vulnérabilité dans leurs films. Mais Seagal, en 2001, se battait activement contre toute représentation de faiblesse. Cet ego serait un problème récurrent tout au long du tournage entier. Mais le comportement difficile de Seagal n'affectait pas seulement les acteurs. Au fur et à mesure que la production continuait, les tensions allaient dégénérer de manière de plus en plus dangereuse. La tragédie de Chris Lehman. S'il y a un événement qui a vraiment secoué la production de Ultime Décision, c'est l'accident qui est arrivé au cascadeur Chris Lehman. C'était tellement fou. Le premier jour, un cascadeur est mort d'une cascade faciale, s'est fracassé la tête, et la rumeur ou l'histoire
était que la garde-robe était plus intéressée par récupérer sa garde-robe. Lehman était un cascadeur expérimenté qui avait travaillé sur des dizaines de films d'action hollywoodiens. Mais pendant Ultime Décision, quelque chose a terriblement mal tourné. Lors de l'exécution d'une cascade de véhicules dangereuses, Lehman a subi des blessures critiques. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et, malheureusement, il ne s'est jamais rétabli. Il est décédé des suites de complications de blessures à la tête qu'il avait subies. Soyons clairs, cet accident n'était pas directement la faute de Seagal, mais cela a créé un changement sérieux dans l'atmosphère, sur le plateau. Après la blessure de Lehman, la tension est devenue palpable. Toute l'équipe l'a ressenti. L'équipe de cascadeurs l'a définitivement ressenti. Et soudain, les gens regardaient chaque séquence de cascade dangereuse avec beaucoup plus d'hésitation. C'était censé être le film de retour de Seagal. Mais au lieu de cela, c'est devenu un film éclipsé par le chaos en coulisses, les blessures et finalement la tragédie. Et c'est là que l'équipe de production a pris une décision choquante. Ils avaient une dernière grande scène de combat à tourner, le grand affrontement final entre Steven Seagal et Michael Jai White. Et après tout ce qui s'était passé, ils ont autorisé Michael Jai White à éliminer Steven Seagal pour de vrai. La proposition de l'équipe de production. Au moment où Ultime Décision a atteint sa scène de combat finale, le plateau était déjà dans le chaos. Le tragique accident de cascade de Chris Lehman avait jeté une ombre sombre sur la production. DMX avait été blessé. Seagal rendait les choses difficiles, et les tensions parmi la distribution et l'équipe étaient à leur comble. Et maintenant, il était temps de tourner le grand combat final, le moment qui était censé tout rassembler. Mais voici le problème, ce combat n'était pas juste entre deux personnages, c'était entre deux hommes, un qui avait bâti sa réputation sur l'invincibilité et l'autre qui n'avait rien à prouver à personne. Et toute l'équipe de production le savait. Des années après la fin du tournage d'Ultime Décision, l'acteur Isaiah Washington s'est assis pour une interview avec DJ Vlad, qui a donné aux fans une toute nouvelle perspective sur ce qui s'est vraiment passé sur le plateau. Selon Washington, il y avait une vraie tension entre Michael Jai White et Steven Seagal, et à un moment donné, Michael Jai White voulait sérieusement lui faire mal. Michael Jai voulait vraiment la voir. Il voulait vraiment lui mettre la main dessus. Washington s'est décrit comme étant l'ONU sur le plateau, jouant le rôle de médiateur entre ces deux hommes. J'étais l'ONU entre eux. J'ai empêché Michael Jai White de faire mal à Steven Seagal. Alors Steven, de rien. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette tension ? Eh bien, Washington dit que tout a commencé lorsque Seagal aurait écrasé le visage d'un cascadeur à travers une vitre, sans aucune raison. Seagal a littéralement mis le visage d'un cascadeur à travers la vitre, pour de vrai. À l'époque, cela semblait juste être un autre exemple de Seagal étant imprudent. Mais ensuite, dans une interview séparée, DMX a raconté exactement la même histoire. Dans une apparition sur Jimmy Kimmel Live, DMX a été interrogé sur son expérience de travail avec Seagal. Et sans hésitation, il a confirmé ce qu'Isaiah Washington avait dit à DJ Vlad. Je veux dire, il a blessé quelques personnes sur le plateau intentionnellement. Et c'est comme « on joue et on travaille ensemble. Je te fais confiance pour ne pas profiter de la situation et vice-versa. » Ensuite, il a décrit exactement ce qui s'est passé. Il a mis un gars, un cascadeur, lui a mis la tête à travers la vitre. Il était juste censé faire semblant de le frapper. Il l'a en fait attrapé et a poussé sa tête à travers la fenêtre. Ça vous dit quelque chose ? Et le même incident de cascadeur que Isaiah Washington a dit avoir déclenché Michael Jai White. Il l'a vraiment frappé, cassé le visage du gars. Lui a fendu le visage de la pommette à la mâchoire. Nous avons maintenant deux acteurs complètement séparés, à des années d'intervalle, racontant exactement la même histoire. Et si ce n'était pas suffisant, DMX a également révélé que Seagal l'avait blessé aussi. DMX avait passé 6 semaines à s'entraîner en boxe, kickboxing et lutte pour ses scènes de combat dans Ultime Décision. Il prenait le rôle au sérieux, mettant un vrai travail pour rendre ses séquences d'action convaincantes. Mais tout cet entraînement n'a pas compté quand Steven Seagal est devenu imprudent. DMX a décrit comment, pendant l'une de leurs scènes de combat, Seagal était censé verrouiller ses bras derrière son dos, et ils étaient
tous les deux censés tomber au sol en même temps. Mais qu'a fait Seagal? Il est resté debout, laissant DMX tomber maladroitement, se luxant l'épaule. Mais voici où les choses deviennent ironiques. DMX a terminé l'histoire avec un sourire, disant « Ce qui va autour vient autour », et il a fini par se blesser sur le plateau et a été absent pendant des semaines. Eh bien c'est vrai, Seagal, qui avait blessé plusieurs personnes sur le plateau, a fini par se blesser. Selon les rapports, il s'est blessé au genou en sautant d'une voiture, le forçant à prendre une pause de 2 semaines du tournage. Et à la fin, Seagal n'était pas l'artiste martial invincible qu'il prétendait être. Et il n'était certainement pas invincible quand il était temps d'affronter Michael Jai White. Alors que la production approchait de sa fin, Ultime Décision a fait face à son moment le plus explosif. Le tournage de la scène de combat culminante entre Steven Seagal et Michael Jai White. L'atmosphère sur le plateau était électrique de tension. Seagal soignait une blessure. DMX était toujours amer de sa rencontre précédente et toute l'équipe était sur les nerfs. Ce qui s'est passé ensuite allait devenir l'étoffe de la légende hollywoodienne. Dans un mouvement sans précédent, des membres de l'équipe de production se sont discrètement approchés de White avec une suggestion inhabituelle. « Voici ce qu'on va faire. On va s'assurer que cette scène de combat entre toi et Steven Seagal soit la dernière chose qu'on tourne. Parce que si tu le blesses, on peut finir ça avec sa doublure cascade. » Il voulait qu'il arrête de retenir ses coups et qu'il élimine Seagal pour de vrai. Les implications étaient claires. Ils lui donnèrent la permission de faire ce dont beaucoup d'artistes martiaux avaient rêvé. Seagal, sentant peut-être le changement de dynamique, semblait visiblement nerveux sur le plateau. Pour White, la situation présentait une opportunité parfaite. Il avait les compétences, la motivation et maintenant même la bénédiction de l'équipe de production pour exposer les vulnérabilités de Seagal. C'est la même chose, il dit. Si tu le frappes vraiment au visage ou si tu lui casses les dents, on n'aura pas besoin de lui. On peut finir avec la doublure cascade. Je me dis, bon sang. Mais la vraie question demeurait, qu'est-ce qui s'est réellement passé quand les caméras ont commencé à tourner? Ce qui a vraiment causé la tension. Nous avons maintenant établi que Steven Seagal était imprudent sur le plateau. Nous avons entendu le récit d'Isaiah Washington sur le cascadeur blessé. Et nous avons entendu DMX confirmer que Seagal avait blessé plusieurs personnes intentionnellement. Mais voici le truc. Michael Jai White n'était pas contrarié par le cascadeur. Pas exactement. Dans une interview séparée, White a clarifié que son vrai problème avec Seagal avait commencé des années avant Ultime Décision. Et pour comprendre ce qui a vraiment causé la tension, il faut remonter à 1994. Comme nous l'avons déjà dit, Steven Seagal n'était pas seulement imprudent sur Ultime Décision. Il avait une longue histoire de blesser des cascadeurs sur les plateaux, et l'un des premiers exemples s'est produit encore une fois sur le plateau de Terrain mortel. Michael Jai White n'était pas dans le film, mais il était là. On lui avait déjà offert un rôle dans le film qu'il a refusé parce que le personnage n'avait pas de sens. Mais même s'il ne jouait pas dans le film, il a quand même aidé en coulisses avec la chorégraphie de combat et les cascades. Et c'est là qu'il a été témoin de quelque chose de ses propres yeux qui a changé son opinion de Steven Seagal, pour toujours. L'un des artistes martiaux les plus respectés d'Hollywood est James Lew. Et si vous ne reconnaissez pas le nom, croyez-moi, vous avez vu son travail. C'est une légende dans le monde des cascades. Il a chorégraphié d'innombrables scènes de combat et a même remporté un Emmy pour meilleur coordinateur de cascades. Et dans Terrain mortel, il travaillait directement avec Seagal. La chorégraphie de combat dans les films est soigneusement planifiée. Vous êtes censé faire en sorte que ça ait l'air réel, tout en gardant ça sûr. Mais Seagal a ignoré la chorégraphie et a frappé James Lew de pleine force à la gorge. Et Michael Jai White l'a vu se produire. Et une fois, il a frappé James Lew à la gorge sans aucune raison, et j'ai juste craqué. Ce moment, c'est à ce moment-là que son respect pour Seagal a disparu. Des années plus tard, lorsque White a été interrogé sur Seagal, il a fait attention avec ses mots. Mais lorsque l'intervieweur a évoqué la réputation de Seagal pour blesser les gens sur le plateau, Michael Jai White ne s'est pas retenu. Je veux dire, Steven Seagal frappe vraiment les gens. C'est une situation unique. Alors, tu as fait une scène de combat avec lui, et c'est ce qu'il t'a vraiment frappé? Non, non. Donc, il savait qui frappait. Eh bien, je veux dire, Michael Jai White
avait été dans de vrais combats à ce stade. Il s'était entraîné avec de vrais tueurs, des légendes de tournois, des combattants qui pouvaient vraiment se battre pour de vrai. Et l'idée que Seagal, qui n'avait jamais été testé dans un vrai combat, essaierait de le combattre légitimement, c'était risible. Puis-je rire au nez de ça ? Revenons donc à 2001. À ce stade, Michael Jai White ne respectait déjà pas Steven Seagal. Il l'avait déjà vu frapper James Lew dans Terrain mortel. Il savait déjà que Seagal n'était pas aussi dur qu'il prétendait l'être. Mais ce qui a surpris Michael, c'est quand l'équipe de production est venue le voir et a fait une suggestion choquante. Selon White, l'équipe de production a ouvertement admis que s'il éliminait Seagal pendant leur scène de combat, ça ne les dérangerait pas du tout. Ils voulaient que Seagal parte. Pourquoi ? Parce que si Seagal était blessé et incapable de continuer avec le film, il pourrait simplement finir la scène de combat avec une doublure cascade. Et pensez-y une seconde. Les producteurs d'un film à 33 millions de dollars espéraient activement que leur acteur principal se blesse juste pour ne pas avoir à le gérer plus longtemps. C'est à quel point les choses étaient devenues mauvaises. Pour Michael Jai White, c'était l'excuse parfaite. Il avait vu le comportement imprudent de Seagal de première main. Il avait déjà vu Seagal blesser DMX. Il savait que Seagal avait un historique de blesser des cascadeurs. Il en avait été témoin lui-même dans Terrain mortel, quand Seagal avait frappé de pleine force James Lew et Nils Allen Stewart à la gorge. Et maintenant, les producteurs lui donnaient littéralement le feu vert pour faire quelque chose à ce sujet. C'était sa chance. Il aurait pu frapper Seagal pour de vrai, il aurait pu terminer la scène de combat avant même qu'elle ne commence, et il aurait été complètement justifié de le faire. Mais qu'a fait Michael Jai White ? Il a choisi d'être professionnel. Je pense que c'est un truc de lâche de frapper quelqu'un, y compris moi. Je ne ferai jamais ça à quelqu'un. Contrairement à Steven Seagal, Michael Jai White n'avait rien à prouver. Il était déjà respecté dans le monde des arts martiaux. Il avait déjà participé à de vrais combats. Seagal n'avait jamais été testé dans une situation de combat réel. Et l'idée que Seagal pourrait, d'une manière ou d'une autre, dominer Michael Jai White dans un vrai combat, puis-je rire au nez de ça ? C'est risible. Donc, au lieu de céder à la pression, au lieu de prendre la voie facile, Michael Jai White a choisi d'être le plus grand homme. Je déteste les intimidateurs, et je ne vais pas en être un. Steven Seagal n'est pas un combattant. Le combat final, décevant. Si vous avez déjà regardé Ultime Décision, vous savez déjà que la scène finale était une grande déception, pure et simple. Ça aurait dû être l'une des plus grandes scènes de combat de la carrière de Seagal. Ça avait tous les éléments d'un affrontement iconique d'arts martiaux, l'Aikido contre le karaté Kyokushin. Deux combattants poids lourds qui connaissaient réellement les arts martiaux. Un film qui avait monté en puissance cette confrontation pendant tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on obtient à la place ? Une fusillade inutile avant même que le combat ne commence, et ensuite un combat à l'épée maladroit et mal filmé, utilisant des lames de coupe-papier. Il y avait trop de plans de coupe vers DMX qui combattaient ce détective au hasard. Je veux dire, ce n'était pas la force imparable contre l'objet inamovible qu'on espérait voir. C'était un combat précipité et oubliable dont les fans se souviennent à peine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est si mal passé ? À ce stade de sa carrière, Steven Seagal avait quelque chose appelé une clause de non-frappe dans son contrat avec Warner Brothers. Cela signifiait qu'il ne pouvait littéralement pas être visiblement blessé dans une scène de combat, ce qui signifiait que Michael Jai White n'était pas autorisé à atterrir de coups significatifs.